Bonjour, je suis Olivier Cotta, donc je suis le directeur général de SARA. Donc SARA, c'est Guyane, Martinique, Guadeloupe. Je suis là depuis un peu plus de 3 ans. On échangeait tout à l'heure, j'ai l'impression que ça en fait 10, parce qu'il se passe toujours quelque chose et c'est vraiment passionnant. Donc, et on va pouvoir échanger. On m'a demandé de faire une petite introduction sur SARA et sur la thématique que j'ai trouvée très intéressante. J'avoue que je l'ai prise un peu tard, mais quand j'ai réfléchi, d'abord j'ai été voir ce qu'était Anthropocène, parce que je me suis dit, mais Anthropocène, qu'est-ce que c'est comme période? Est-ce que c'est une période géologique? C'est quoi? Bon. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça correspond à pas mal de problématiques qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de l'impact de l'homme et de l'être humain, de l'accélération de l'être humain. C'est pas à vous que je vais expliquer tout cela. Moi, j'estime que je suis, comme tout individu sur Terre, je me sens concerné. Et il est de mon devoir également en tant que directeur général d'essayer d'éveiller, de sensibiliser, de trouver les bonnes solutions, sachant qu'il n'y a pas pour moi de solution miraculeuse. J'ai passé cette étape de ma vie où je crois, encore une fois, à quelque chose qui serait magique et qui répondrait à tout. Voilà. Donc on parle des risques majeurs, on parle de la transition énergétique. Donc déjà, SARA, c'est fournir, je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on l'a modifié, on a modifié notre raison d'être il n'y a pas longtemps et j'en parlerai. L'objectif, c'est vraiment de fournir des énergies conventionnelles, donc celles qu'on voit aujourd'hui, parce que sans ces énergies conventionnelles, on ne pourrait pas faire grand-chose, et innovantes, il faut qu'on y passe de toute façon, au service de l'éco-développement des territoires antillais et guyanais. Et quand on met là-dedans dans le réseau d'être éco-développement, ça veut dire qu'on se doit de chercher, on doit avoir une ambition de chercher une façon de produire des énergies de façon éco-circulaire, en allant chercher les savoir-faire et les ressources au plus proche, et de travailler les uns avec les autres de façon collaborative. Voilà, et dans l'acceptabilité. Voilà. J'ai retrouvé quelque chose. Ça, c'est la lettre qui avait été écrite par le général de Gaulle et Georges Pompidou. Alors certains, et la majorité d'entre vous, n'étaient pas nés au moment où... Voilà, mais c'est un article et c'est un extrait, c'est une lettre précieuse. Vous voyez qu'elle a été tapée à la machine. C'est le premier ordinateur qui existait. Et vous voyez que le Premier ministre, en fait, pourquoi je mets cet extrait, c'est que SARA est une entité un peu particulière. C'est que SARA est une entreprise privée, c'est une raffinerie et des stockages privés, mais qui ont été construits à la demande de l'État. Et ça, c'est très important d'avoir ça derrière la tête et de s'en souvenir, puisqu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. SARA n'est pas là avant tout et pour faire du profit ou ce genre de choses. SARA est là pour répondre à une mission. Et la mission qui avait été définie il y a près de 60 ans, puisque vous voyez que ça date de 64, ensuite il a fallu près de 6 ans pour construire la raffinerie, c'était avant tout de réindustrialiser les Antilles et la Guyane, c'était de permettre l'autonomie, on parlait déjà de cela, vous voyez, de permettre l'autonomie énergétique sur les Antilles d'abord, et la Guyane est venue se raccrocher ensuite, dans une zone du monde qui est très loin de l'Hexagone, donc il fallait trouver un moyen d'assurer une forme d'indépendance et de souveraineté énergétique. Et puis, bien sûr, contribuer à la formation, contribuer à l'impact sociétal et social. Donc, vous voyez, ce sont des mots qui existaient déjà sans qu'on le dise. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ce sont les premières photos de la raffinerie à l'époque, en noir et blanc. Et pour ceux qui connaissent un peu la zone, vous verrez que derrière, il n'y a pas grand-chose. On est parti de là. Vers 69-70, par là, extrait du journal où on parle de la raffinerie qui a son port pétrolier. Ce sont des photos d'époque. Et là, alors, c'est très curieux, et j'ai fait exprès de mettre cette photo-là, parce que, pour vous dire que ça choquait pas grand monde à l'époque, c'est que moi, quand j'ai vu la photo, j'ai même hésité à la mettre, parce que je me dis, mais ils sont en train de brûler des pneus, je sais pas ce qu'ils produisent, là. Franchement. Mais ça choque personne, c'est à la une du journal, bon, c'est...
Voilà, c'est comme ça, mais il y a une forme de fierté parce que quelque part, ben oui, on a commencé à produire quelque chose ici. Hein, on a produit du carburant. Donc, je voulais insister sur, je vous rassure, la présentation n'est pas très longue, mais j'avais quelques petits mots et je pense qui vont me permettre de repartir, j'espère, et de poser des questions ou de vous poser des questions. On dit acteur responsable depuis 60 ans. On opère depuis un peu plus de 50 ans, hein, depuis 70, mais on a vraiment commencé l'histoire en 64. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? Et je crois qu'on rentre clairement dans la thématique des enjeux majeurs, d'accord, ou des risques majeurs et de la transition énergétique. Responsable, pour nous, ça veut dire fournir, et c'était la mission, et c'est toujours la mission, c'est fournir en qualité et sans rupture. Depuis que la raffinerie a été construite, depuis que Sarah est là, il n'y a jamais eu de rupture de la fourniture. On est dans une période, je suis désolé, et bon, parfois il faut le dire, où on manque parfois de certains produits essentiels. On n'a jamais manqué d'essence. Hein? Et ça, chapeau à toutes les équipes. Moi, je suis pour rien, mais je repense et j'ai recroisé des personnes, les premiers opérateurs qui ont démarré l'usine, vous imaginez à l'époque à quel point cette fierté, et qui se sont battus au fil des ans, au fil de la transmission, pour permettre cela. La deuxième chose, et ça c'est une responsabilité vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis du public, du grand public, qui a besoin, aussi bien pour travailler que pour se déplacer pour le tourisme ou pour des raisons familiales, on avait besoin de ce carburant. La deuxième, bien sûr, acteur responsable, on est une entreprise, vous entendez souvent Céveso, d'accord, ça veut dire qu'il y a des seuils hauts, il y a des risques, comme dans toute la vie, mais la vie est une question de risque, il faut savoir gérer les risques. Et je pense que Fabrice vous parlera de toute façon de cette partie-là, bien mieux que moi. Hein. Fabrice, qui est le directeur QHSSEI, il a presque toutes les lettres de l'alphabet dans son titre, mais bon, il vous l'expliquera. Donc la première responsabilité, c'est protéger les personnes. On n'a pas le droit de produire en continuité si on ne protège pas le personnel en interne et la population en externe. Et c'est pour ça qu'on fait des exercices qui peuvent déranger la population aussi, parce qu'on fait des exercices tous les mois en interne, on fait des exercices régulièrement, là ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, mais c'est du ressort des autorités de l'État, alors qui perturbent la circulation, qui perturbent la population, mais si on ne se prépare pas, c'est le jour où quelque chose peut arriver, même aussi minime et infime que ça puisse arriver, on est pris au dépourvu. La deuxième chose, bien évidemment, c'est préserver l'environnement. Donc vous avez vu les photos avec cette fumée, vous avez vu, je remontrerai ensuite, Sarah d'hier, Sarah d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a une prise de responsabilité et que c'est un devoir absolu de ne pas détériorer l'environnement. Okay ? Et on va maintenant aujourd'hui plus loin, et ça c'est extraordinaire, c'est que non seulement on ne doit pas, mais on doit rendre à l'environnement, d'accord ? Et on doit faire en sorte que si on peut contribuer à améliorer l'environnement, on doit le faire. Ça c'est de notre responsabilité. Et je ne parle pas de responsabilité pénale ou légale, je parle de responsabilité d'entreprise, responsabilité individuelle. Le troisième, bien sûr, c'est maintenir les équipements, ça c'est évident. Et puis enfin, c'est contribuer au développement économique des DFA. Alors DFA, c'est Département français d'Amérique, c'est comme ça qu'étaient appelés et que sont appelés encore par le gouvernement les territoires des Antilles et de la Guyane. Donc Sarah d'hier, Sarah d'aujourd'hui, j'ai essayé de retrouver, on a beaucoup de chance, on a à peu près les mêmes photos, donc vous voyez qu'il y a eu quelques évolutions. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de construction derrière, donc quand je parle de préserver les personnes, c'est une responsabilité pour nous également, et on travaille avec la mairie du Lamentin, notamment la CACEM, bien entendu, pour faire en sorte qu'on puisse travailler sereinement et protéger les populations. Vous voyez également qu'il y a quelques petites choses. Vous voyez par exemple que là, il y avait énormément de choses qui avaient été enlevées. La nature a repris son droit. Donc quand on parle de transition énergétique, de risques majeurs, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle n'a pas eu lieu il y a 2 ans.
Alors, des risques majeurs à la transition énergétique. Moi, j'ai deux choses. Quand je me suis posé la question, et encore une fois, merci d'être venu, parce que ça permet de se poser des questions également, et c'est comme ça qu'on doit avancer. Je crois qu'il faut d'abord, avant tout, comprendre le contexte national, régional et international. Et puis, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus et de la monopensée. Alors, ceux qui me connaissent vont savoir où je veux aller, hein, mais je ne supporte pas d'abord la pensée unique. Et j'ai du mal à accepter, si je ne suis pas convaincu et si on me l'a prouvé vraiment de façon rationnelle, les schémas qui me proposent d'améliorer les choses avec parfois des solutions qui sont pour moi pas forcément les bonnes. Ensuite, il y a la réglementation et on doit se conformer avec la réglementation, c'est bien évident. Alors, qui est SARA? Je pense que c'est important, c'est un outil industriel unique et stratégique pour la Guyane et les Antilles, et j'ai mis au cœur de la Grande Caraïbe. La Grande Caraïbe, pour moi, parce qu'on a plein de définitions, c'est vraiment le bassin caribéen, et avec la côte, le début de la côte sud-américaine. Parce qu'on est vraiment, quand vous prenez une vue hélicoptère, vous voyez que c'est vraiment un environnement extraordinaire, c'est quasiment un environnement clos, et c'est là-dessus, si on doit définir des systèmes sur lesquels on veut travailler, c'est avant tout là-dessus qu'il faut travailler. Donc, on l'a dit, on est en Martinique, on a une raffinerie, on a des supertankers, on a des pétroliers qui viennent approvisionner le brut, ici, on transforme, et ensuite on envoie les produits finis en Guadeloupe et en Guyane. Et quand je dis produits finis, ça vaut, c'est le samplon, le gazole, le fuel, le jet, donc le carburant aviation, et puis le GPL, le gaz, butane. Alors, en quelques mots, SARA, c'est d'abord une implantation, comme je l'ai dit, exigée par l'État à des fins d'autonomie stratégique, énergétique, industrielle depuis plus de 50 ans pour les mobilités. Donc, ce que j'ai dit, terrestre, maritime, aérienne. On assure également la gestion des stocks stratégiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un stock stratégique. C'est défini en tout cas par l'État. C'est on se doit à la demande de l'État d'avoir des stocks en permanence qui soient présents de façon à ce que si il y a une pandémie, un problème, un blocage, l'État peut venir nous demander de récupérer ces stocks et on doit lui fournir des stocks pour environ 28 jours. D'accord ? C'est la capacité qu'on se doit de remettre. Donc l'État nous a demandé d'assurer cette responsabilité. Voilà. On a un système de prix régulé, et encore une fois, je suis à votre disposition ensuite, en dehors de ce forum. Si vous avez des questions sur SARA, je sais qu'on dit beaucoup de choses. On se doit de mieux communiquer à l'extérieur. SARA, c'est un système de prix régulé. D'accord ? On est encadré par un décret. Ça veut dire que la rémunération de SARA, c'est l'équivalent, elle est fixée, et c'est l'équivalent de 3 centimes du litre. Donc quand vous entendez, et je ne suis pas en train de faire l'apologie de SARA, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, c'est juste encore une fois de rétablir des faits. SARA aujourd'hui, c'est 3 centimes du litre, ni plus, ni moins. Donc quand on dit que SARA, entre guillemets, se gave, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on a une rémunération qui est imposée, c'est la préfecture qui fixe ce prix, on ne gagne pas plus ou pas moins. Et puis dire, on va supprimer, on va demander à SARA de faire un effort, si on supprime, même si on supprimait SARA, on retirait 3 centimes. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est ce qu'on veut faire? C'est pas à moi de décider, mais je suis pas sûr que ce soit l'endroit où on veuille vraiment agir quand on connaît tous les impacts et tout ce qui tourne autour de SARA. SARA, c'est une raffinerie, 4 terminaux, 1 million de consommateurs, donc sur les 3 territoires. C'est près de 1 million de mètres cubes par an de carburant. Donc 1 million de mètres cubes, ça fait 1 milliard, 1 milliard de litres. Parfois, quand on parle d'eau, en ce moment, on parle de litres. Donc, voilà. SARA, c'est un employeur et un formateur de premier rang et on est fiers. On est fiers d'assurer cette responsabilité encore une fois. D'accord ? On a plus de 600 emplois directs et indirects. SARA, c'est un vecteur d'opportunité pour des territoires qui présentent un taux de chômage supérieur à 20%. On se doit d'aider, et encore une fois, ce ne sont pas que des techniciens, c'est une mini-ville, SARA. Vous avez tous les métiers. Et on est en train de travailler sur les formations et sur les métiers de demain, bien évidemment.
Donc, au fil des ans, son implication dans le tissu économique s'est développée pour devenir un acteur de référence. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que quand on a travaillé sur des problématiques, d'autres acteurs viennent nous voir en disant est-ce que vous sauriez faire ça? Ou comment on pourrait faire? Comment on pourrait travailler ensemble? Parce qu'on a développé un tissu, on a développé un savoir-faire. Les acteurs, c'est pas moi, hein, c'est l'ensemble des acteurs de Sarah ont développé un savoir-faire qui ont fait via ce processus que ça se perpétue et qu'on est capable de proposer quelque chose de solide. Alors, Sarah, c'est un acteur clé de la transition énergétique qui est supporté par un pôle énergie nouvelle et qui est là pour répondre de façon pragmatique aux enjeux énergétiques et sensibiliser. On n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi, on est là pour se poser des questions, on est là pour faire de la recherche, mais de la recherche qui est vraiment orientée vers des thématiques qui semblent intéressantes pour nos territoires. On a mis 2 autres pour voir jusqu'où ça peut aller. Greenwater. Greenwater, on parle beaucoup de problématiques de l'eau en ce moment. Il faut savoir que Sarah consomme 400 mètres cubes par jour. Ça fait près de 180 000 mètres cubes par an d'eau. Sauf que Sarah fonctionne et produit sa propre eau. On ne va pas puiser sur le réseau. Parce qu'on on a pris conscience, on a vu qu'il y avait des difficultés, que l'eau est un enjeu également sécurité pour le fonctionnement de la raffinerie. Aujourd'hui, on a construit une unité de désalinisation qui nous permet d'être autonome en eau. Voilà. Cleargen, c'est de dire, on a une petite raffinerie, parce que c'est une petite raffinerie, mais cette petite raffinerie, elle produit un excédent d'hydrogène. Et donc on s'est dit, avant l'hydrogène, qu'est-ce qu'on faisait? On le brûlait. On le brûlait dans les chaudières, parce que c'était... Voilà. Et aujourd'hui, on s'est dit, on parle beaucoup d'hydrogène, et si on récupérait cet hydrogène? D'accord? Et on a créé une pile, donc en aval de la raffinerie, d'accord, de 1 mégawatt. Donc l'hydrogène est récupéré, une partie de l'hydrogène est récupérée, purifiée, puis transformée en électricité. Et nous sommes en train de travailler sur une deuxième voie, d'accord, qui consisterait à récupérer cet hydrogène et à la stocker, la comprimer, stocker, pour voir de quelle manière on pourrait développer les usages de l'hydrogène. Voilà. Et on a d'autres sujets comme ça sur les 3 territoires. Donc, ça me permet de passer au rôle social et sociétal ancré dans les 3 territoires. J'ai juste mis un exemple, c'est la Fondation SMA, mais on peut en parler d'autres, et Valérie Pavius, qui est là, et qui est la directrice des relations sociétales de l'entreprise, mène des actions extrêmement pragmatiques et actives là-dessus. On le verra un peu plus tard. Dernier point, parce que c'est notable, c'est un fait notable, et je crois que ça correspond à la thématique du jour. Acteurs, donc, on gère des risques majeurs, on doit aller vers la transition énergétique, et qui dit transition énergétique dit parle d'un effort supplémentaire pour s'impliquer dans la vie de la société. Nous avons décidé de nous responsabiliser un peu plus en devenant entreprise à mission, selon les règles de la loi Pacte, c'est-à-dire qu'on fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais plus, et on se doit de le faire en accord avec la population, avec les élus, avec l'administration, d'accord? Et c'est une responsabilité. C'est-à-dire que si on ne répond pas à ces exigences et à ces attentes, on peut perdre ce titre. Voilà. Donc on s'est fixé une barrière supplémentaire parce que c'est, encore une fois, une responsabilité. Bon, je vous ai mis juste l'actionnariat pour montrer que Sarah, c'est plus Total, c'est plus Texaco. Ce sont 2 acteurs privés, Ruby, à 71% et Sol Parkland à 29%, qui sont des petits acteurs et qui ne sont pas des pétroliers. Sarah, la raffinerie de nuit. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça très beau, une raffinerie de nuit. Mais enfin, bon, c'est comme ça, chacun ses goûts. Hein. Une autre vision, vous voyez aujourd'hui la torche, vous voyez la mangrove, c'est ce que je montrais de plus près. On essaye de se caler dans notre environnement. Voilà. Et sans l'impacter, sans l'endommager. Quelques points contextuels. Je vous ai dit que le contextuel était fondamental pour penser avenir également, penser présent et penser avenir. Donc, j'ai utilisé le mot un positionnement sur mesure dans un contexte contraint. Alors contraint, c'est un mot qui est utilisé au niveau du gouvernement, du ministère des Outre-mer, de l'ex-ministère de la Transition énergétique. Les Antilles et la Guyane sont un contexte contraint pour l'État. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de contraintes, une situation contextuelle qui est très particulière. Voilà. Un contexte de marché.
Donc très rapidement, hein, c'est l'application des choix énergétiques sur les ZNI, hein, donc qui est complexe, des obligations fortes de décarbonation. On a un objectif selon la stratégie nationale bas carbone. Nous aurons, nous, Sara, et notamment majoritairement la raffinerie, puis décarboner nos activités de 30% par rapport à notre référentiel de 2019 d'ici 2030. C'est un énorme enjeu, hein. 30% c'est énorme, mais on doit y aller, hein. On ne doit pas se planter encore une fois la tête dans le sable, il faut y aller. Et on a des solutions. Et ça nous permet de grandir. Vous voyez, on avait qu'une ambition de neutralité carbone à horizon 2050, mais ça c'est une vision. Une vision, elle est faite pour changer, comme l'État a des visions aussi, il faudra s'adapter, mais ce qui est bien avec une vision, c'est qu'on va sur un chemin et on entame une route et on mène des réflexions. Des prix stables au pas du moins inférieurs à ceux de l'Hexagone. L'année dernière, les prix, aussi indécents que ça puisse paraître, on était en moyenne 13 centimes en dessous du prix de l'Hexagone. Et un paradigme démographique qui est en plein bouleversement. Les Antilles, le taux démographique ou la croissance démographique recule dans les Antilles et est en pleine croissance, et on est en train d'assister à des courbes de croisement entre les Antilles et la Guyane. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Un contexte géographique, je crois qu'il y a une personne qui fait une thèse en géographie, donc je ne vais pas me lancer là-dessus, c'est l'opportunité d'une présence géopolitique déjà française, alors j'ai mis géopolitique dans la géographie, mais enfin bon, d'influence dans les Caraïbes. Le fait d'avoir une raffinerie en pleine crise de l'Ukraine, on peut se dire on est très loin de l'Ukraine, quoique à chaque fois qu'il manque quelque chose, on nous dit que c'est de la faute de l'Ukraine. La dernière fois, il n'y avait pas de cacahuètes dans un débat, on m'a dit qu'il n'y avait plus, c'était à cause de l'Ukraine. Bon, je ne savais pas qu'on produisait de l'arachide en Ukraine, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est fondamental pour l'armée française. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir du pétrole brut et de s'approvisionner en pétrole brut qu'en carburant, et de faire venir des carburants finis et des produits finis, parce que quand vous avez, c'est la loi de l'offre et de la demande, quand vous avez besoin de produits finis, si les États-Unis ou d'autres pays qui ont un poids plus important ont besoin de s'approvisionner, eh ben, ils vont passer les premiers et on passera les derniers. Voilà. Donc, et ça, c'est très important pour l'armée française, parce qu'ils ont besoin d'être en présence en permanence ici. Notamment que, bon, il se passe des choses le long des eaux territoriales, des limites des eaux territoriales, que l'armée française suit de très près aujourd'hui. Voilà. Des territoires à fort risque sismique et cyclonique, on l'oublie parfois lorsqu'on est très loin d'ici, mais oui, on a des forts risques et il faut en tenir compte, d'accord? Donc ça réduit l'intérêt d'une mono-énergie ou d'un mono-vecteur énergétique, parce que le jour, et ça on doit se préparer aussi, où il peut arriver quelque chose, et ben, il faut être capable de redémarrer très vite, et il faut être capable de disposer des énergies, de toutes les énergies le plus vite possible. Des zones non interconnectées et un état des infrastructures qui favorisent des vecteurs énergétiques aux technologies robustes et matures. C'est important de le dire parce que vouloir aller chercher quelque chose qui est state of the art, qui apparaîtra dans 2 ans, ben, on est quand même dans des environnements où ben, il faut s'assurer que ça fonctionne. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ce qui est voilà, ce qui est le plus beau, ce qui brille. Il faut surtout que ça fonctionne. Des territoires montagneux, donc bien évidemment, ou étendus. Contexte industriel, donc désindustrialisation progressive des territoires. Sara et la coopétition. Alors coopétition, j'ai bien aimé sur le coup, je me suis dit tiens, ça n'existe pas dans le dictionnaire ce truc-là, mais j'ai trouvé ça pas mal parce que j'ai trouvé que c'était un mélange de coopération et compétition. C'est de dire on n'est pas nombreux sur les territoires, eh ben, travaillons ensemble, on n'a pas besoin d'aller d'entrer directement en guerre avec les voisins, par contre on peut aller voir ce que font les voisins, d'accord, et voir ce qu'ils peuvent apporter, trouver un retour d'expérience et puis essayer de définir des feuilles de route communes. Voilà. Et travailler en mode éco-circularité. Alors, je vais avancer quelque chose et qui ne tienne qu'à moi là. On est dans un contexte mondial de disruption. Ok ? L'Homo sapiens constitue moins de 1% de la biomasse terrestre. Il consomme 24% aujourd'hui de la production primaire, nette issue de la photosynthèse. Si on continue comme ça, en 2050, on sera jusqu'à 44%. Ça veut dire que pour assouvir nos besoins, eh ben, le reste des êtres vivants, ben, il lui restera que 56%.
Est-ce que c'est normal? Moi, je ne trouve pas que ce soit normal. Et là, on doit agir. Alors, l'âge du progrès, ce que j'ai mis aussi, que nous appelons peut-être aussi de façon un peu philosophique plutôt que géologique, anthropocène, mais ça n'est que mon avis, nous a précipité dans une accélération de nos besoins de consommation, en prenant conscience que bien tard, que nos besoins de progrès nous rapprochent dangereusement d'un précipice. D'accord? Et précipice écologique fatal. Encore une fois, ça n'est que mon avis, mais il est de mon devoir en tant qu'acteur responsable de me poser des questions. Troisième point, la nature est moins une ressource qu'une source de vie. Je pense qu'adapter ses comportements en conséquence et tirer les leçons des succès et des échecs sur la base des comparaisons cohérentes est un must. On parle beaucoup des références à l'Europe. Alors moi, je voudrais juste attirer votre attention sur un sujet. Bon, le Japon est un archipel. Le Japon est fait de zones non interconnectées. Le Japon vit sur la base de risques sismiques, cycloniques. Ça vous rappelle quelque chose? Sauf que le Japon a commencé sa décarbonation depuis plus de 40 ans. D'accord? Le Japon vit en harmonie avec la nature, mais l'apprivoise aussi. Le Japon, vous le savez très bien, qui est le premier à avoir fabriqué des véhicules hybrides, c'est Toyota, bien avant tout le monde. On riait même quand on voyait ce truc qui était moche, c'est vrai. Et ils sont arrêtés à l'hybride. Si vous allez au Japon, vous allez voir très peu de véhicules électriques. Et si Toyota se rue un jour pour produire des véhicules électriques, ce sera plus pour répondre à une demande extérieure, parce que tout le monde va aller vers de l'électrique. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller vers l'électrique? Parce qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils estiment qu'ils ont atteint leur seuil de décarbonation, qu'ils doivent travailler avec l'environnement, et ils ne veulent pas se précipiter dans une espèce de spirale dogmatique, d'accord, en se disant wow, on va tous y aller, on va faire ça, on va faire de l'électrique, ça va être formidable, parce qu'ils sont concernés par ce qui se passe. On pourrait parler de l'effet papillon aussi, d'accord, c'est très bien ce qu'on fait chez soi, mais on oublie ce qui se passe à côté. Oubliez qu'on est tous sur la même planète et que ça revient tôt ou tard, que ce qui se passe et que les brumes de sable qu'on a eues du Sahara, là, elles viennent quand même de très loin, on est tous concernés. Et je voulais juste rappeler quelque chose, c'est que les Japonais, dans leur culture, estiment qu'ils vivent sur le dos d'un poisson-chat. Et que quand le poisson-chat commence à bouger, tout secoue. Mais ils sont résilients, ok, et puis ils ont apprivoisé, ils ont mis en place, d'accord, des éléments qui leur permettent d'avancer, mais sans pourtant se ruer vers des solutions exceptionnelles. Voilà. Je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que derrière cela, nous, c'est un peu comme ça qu'on essaie de définir, on dit ouais, on va pas assez vite. Non, on veut surtout pas se précipiter. On va faire quelque chose, on fait pas à pas, on regarde, on fait des erreurs, on les corrige, mais ça s'appelle du test and learn, pour reprendre l'expression favorite de Michel, qui interviendra tout à l'heure. Sarah doit poursuivre donc sa mission d'intérêt général, c'est fondamental, tout en amorçant l'adaptation de ses infrastructures aux enjeux et besoins de demain. Sarah présente des solutions de réindustrialisation, j'en ai pas beaucoup parlé là, mais vous le verrez sur le schéma à la fin. Bien sûr qu'on a imaginé déjà un schéma pour demain, on doit le faire progressivement, c'est ce que vous verrez, et à la fois servir d'accélérateur énergétique, à la fois pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et ce qui vaut pour l'un ne vaut pas nécessairement pour l'autre. Il faut tenir compte également des micro-contextes. Donc, c'est un outil industriel qui s'adapte progressivement pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Là, j'ai mis une échelle du temps. La première des choses, c'est d'abord savoir décarboner le cœur de métier. Je l'ai dit, moins 30%. Ensuite, c'est repenser ensemble et pas tout seul. En tout cas, attention, qu'on ne se méprenne pas, on n'essaie pas Sarah tout seul. Sarah souhaite s'inscrire et offrir ses services, et c'est son expérience là-dessus. Repenser le modèle régional, engager la Grande Caraïbe dans le passage de l'ère du progrès à celui de la résilience. Alors, ce sont des bien grands mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, on est dans l'ère de l'efficience aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer dans l'ère de l'adaptativité. Voilà, il faut changer notre façon, il faut sortir, ce que les Américains appellent « think out of the box », d'accord? Il faut sortir du contexte, il faut sortir des sentiers battus, il faut oser.
Diversifier nos activités en répondant aux évolutions de consommation avec des solutions et une temporalité adaptée. Ce n'est pas la peine d'aller plus vite que ce qu'on dit. Il y a des ambitions, il y a des enjeux. Ok, on les respecte, on tend vers, mais on fait ce qu'on peut et on ne va pas tout ruiner parce qu'on voudra se précipiter. Et transformer le cœur de métier. Donc on veut contribuer vraiment à... Pourquoi j'ai mis l'intendance? Il y a dû y avoir une coquille. Des systèmes, en fait, on veut travailler sur la base d'écosystèmes régionaux. Donc tous nos projets, bien évidemment, doivent répondre à nos critères RSE, à nos critères d'acceptabilité et en partenariat, bien entendu, avec des acteurs locaux. Au niveau des enjeux, j'ai presque terminé, des enjeux de la RSE, ils sont sur 3 axes, 3 des 5 axes déclinés dans le schéma de l'ONU. People, d'accord, c'est vraiment déployer à notre niveau, développer l'employabilité aux Antilles et en Guyane. Et on doit agir là-dessus et trouver des chemins, des partenariats et y aller ensemble. C'est pas Sarah toute seule, c'est tous ensemble. Encore une fois, nous devons contribuer. Planète, bien évidemment, c'est réduire notre intensité carbone et proposer des produits bas carbone. Et Profit, c'est opérer nos activités de manière intègre et soutenir les populations locales. Voilà, j'en ai fini. Un petit schéma. Donc là, j'ai rappelé certains contacts et je voudrais vraiment remercier Valérie pour sa contribution et pour avoir contribué à organiser voilà, ces débats aujourd'hui. J'étais peut-être un peu plus long que ce que je le souhaitais. Donc Michel, bien sûr, directeur stratégie et transition, parce qu'il a fallu développer, encore une fois, les COMEX, les organisations doivent changer parce qu'on doit penser. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui d'avoir une direction de la réflexion de la stratégie et de la transition. Et Fabrice Elidi-Kozak, qui est au quotidien notamment sur la qualité, l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'environnement et l'inspection de Sarah. Risque majeur, transition énergétique. Et là, vous avez un schéma, c'est vraiment en gros, derrière cela, bon, on pourrait cliquer dessus, on aurait un panel d'autres choses, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment le schéma auquel on veut aboutir. C'est travailler sur l'électricité durable, travailler sur du biocarburant à base de biomasse, travailler la biomasse, et Dieu sait que de la biomasse, il y en a. Il ne faut pas aller... Et quand je dis biomasse, ce n'est pas abattre des arbres, c'est travailler sur l'éco-circularité des déchets, par exemple, les déchets verts, les déchets plastiques. On sait que la mer en regorge également de déchets. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est contribuer, c'est préserver, aider la nature, d'accord, pour faire quelque chose, d'accord, qui est quelque part n'a pas besoin d'aller chercher ou aura besoin d'aller chercher de moins en moins des produits qui ont 300 millions d'années. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, sinon je laisserai la place aux interlocuteurs suivants. Il y a des questions? Oui. Alors juste effectivement, pour les enregistrements, s'il vous plaît, on va prendre les micros pour que ceux qui vont vouloir voir le replay, qu'ils puissent vous entendre et avoir vos questions. Merci pour cette présentation. J'ai juste 2 questions très factuelles. Qu'en est-il des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Est-ce que c'est aussi la Sarah qui achemine, enfin en tout cas qui raffine les produits qui sont acheminés sur ces îles? Et deuxième petite question très factuelle, de quand date l'usine de désalinisation dont vous nous avez parlé? Je vais reprendre le micro en attendant qu'on en ait un autre. Alors, indirectement, comme je l'ai dit, c'est Sarah approvisionne, fournit. Sarah ne distribue pas. Donc ensuite, on a des distributeurs qui peuvent achalander justement sur Saint-Barthélemy notamment. Et sur Saint-Martin, c'est un peu différent puisque vous avez 2 systèmes. Mais nos distributeurs, quand il y a un besoin, l'acheminent. Mais voilà, on a cette interférence, on a cet impact. Certains de nos produits viennent effectivement d'ici, mais c'est la seule relation qu'on a aujourd'hui, voilà, avec ces 2 îles du Nord. Alors pour la deuxième question, l'unité de Greenwater a été construite pendant la pandémie, donc elle a pris beaucoup plus de temps que voulu.
et elle fonctionne depuis vraiment, elle a fonctionné 5 jours sur 7 parce qu'il a fallu, c'est une technologie relativement avancée puisque on récupère les eaux de la baie, mais on rend à la baie les eaux exactement de la même qualité. C'était un engagement, donc c'est relativement compliqué, mais encore une fois, c'est une responsabilité. Donc on opère 5 jours sur 7 depuis 1 an et demi à peu près, et depuis 2 mois, on opère à peu près 7 jours sur 7. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ma question portait sur la géopolitique finalement, parce que vous nous avez présenté la SARA comme étant un point stratégique dans le contexte géopolitique actuel en termes de production de carburant. Je me demandais quelle était justement la part de production qui était destinée à la région Caraïbes et quelle était finalement la part qui était exportée peut-être en dehors de la région Caraïbes. 100% quasiment est destiné à la Caraïbe, et notamment au territoire, ce qu'on appelle les départements français d'Amérique. Voilà. Il faut savoir que la spécificité de Sahara, c'est une demande. On est en Europe, petite partie excentrée vraiment de l'Europe, et qu'on produit aux normes européennes. Ce qui n'est pas forcément le cas de nos voisins en Guyane, par exemple. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai 3 petites questions. En fait, la première est un peu personnelle aussi. Comment est-ce qu'on devient DG de Sahara ? Je suis passé dans le couloir et puis on m'a attrapé. Voilà, parce qu'on cherchait un fou pour prendre la direction de la... Non, ce sont des parcours. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de formation. Je crois qu'il faut chercher des gens qui sont passionnés, surtout, qui aiment apprendre, qui sont curieux de tout. Moi, j'ai vécu un peu partout dans le monde parce que mon plaisir, ma richesse, c'est de vivre et d'apprendre au contact des populations et du savoir-faire des autres. Voilà. Ensuite, j'ai une formation scientifique. Ma formation scientifique, mais c'est surtout ma curiosité qui m'a mené, qui m'a dit c'est pas suffisant. Je suis pas forcément le meilleur des ingénieurs, donc je vais essayer de comprendre comment fonctionne une entreprise. Donc j'ai fait un executive MBA, mais vraiment pour comprendre. Mais je voulais vraiment rester dans ce secteur industriel et reposant sur des femmes et des hommes. D'accord. Le secteur boursier, ça m'intéresse pas, quoi. C'est vraiment produire quelque chose, contribuer à quelque chose. Voilà. Le deuxième point, alors c'est peut-être lié à l'historique, mais c'est l'implantation d'un site Seveso dans une ville, comme ça, aussi proche d'une ville. Voilà, c'était 64, effectivement, lorsqu'il y a eu vous l'avez montré, donc c'était il y a 60 ans, mais du coup, est-ce qu'il y a eu une réflexion depuis sur le risque potentiel et l'ambition d'un déplacement ? Alors non, c'est pas la peine d'envisager un déplacement. Par contre, depuis l'accident, notamment d'AZF, et tous les accidents font que les normes changent. On a ce qu'on appelle un PPRT, et Fabrice pourra en parler également, qui fait que on tient compte justement de tous ces risques, on tient compte de l'évolution et de l'arrivée, d'accord, de la population autour de ces environnements. C'est pas le seul endroit. Vous allez n'importe où en France hexagonale, vous allez en Chine, dès qu'il y a une activité industrielle, ça tire, ça draine, ça développe de l'économie, mais ça se gère aussi. Et puis c'est pour ça qu'on travaille et on essaie de faire prendre conscience et qu'on fait des exercices externes. Mais encore une fois, comme le dira, et je pense que Fabrice le rappellera aussi, c'est que le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Mais le risque, la probabilité qu'il arrive quelque chose, parce qu'on travaille sur des scénarios, on a identifié les scénarios, il y a un scénario et il est quasiment nul. Ok. Voilà. Et dernier point, en fait, dans les labos expérimentaux de recherche, on est aussi sur une trajectoire de décarbonation via des sites internet, site 1.5, etc., dans lequel on remplit énormément de paramètres pour voir où est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation de notre énergie. Je voulais savoir, de votre côté, d'ici l'horizon 2030, comment on fait pour décarboner à moins 30%, sans donner de secret industriel évidemment, mais voilà, quelques solutions pragmatiques qui pourraient intéresser tout le monde ici au vu des formations qui sont présentes. Alors, première chose, on évite surtout le greenwashing.
d'accord, en se disant on y sera, t'inquiète pas, on y sera, et puis peut-être que je serai parti d'ici là, et puis au moins ça ne posera pas de problème. Non, encore une fois, c'est une question, et j'insiste vraiment là-dessus, de responsabilité. On a plusieurs plans, on n'a pas de solution magique parce que ça se saurait. Il y a par contre des facteurs respirants. Il faut regarder le modèle Nesté, d'accord, pas celui qui produit du thé, mais vraiment l'ancien industriel qui fabriquait des carburants et qui est parti vers de la production de biocarburants. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais tout cela c'est très coûteux. Il y a l'amélioration de nos processus. On a comme tout, il faut toujours lutter contre les pertes. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. On cherche des équipements qui sont plus sobres sur le plan de la consommation énergétique. On sait et on a identifié, on a fait un Pareto, on sait à peu près on a identifié la source de 80% de nos émissions de CO2. On sait où elles sont. Donc on est en train de travailler dessus, à la fois, encore une fois, sur les pertes, sur des modifications technologiques et peut-être aussi, pourquoi pas, sur un changement de carburant, d'accord, ou qu'on pourrait mettre dans ces chaudières ou dans ces éléments, de façon à ne plus émettre de CO2. Voilà. Donc les solutions, on les a, il faut les tester, ça prend du temps, et ça n'est pas une ligne continue surtout. On a des grands arrêts, on a un très grand arrêt en 2027, il est bien évident que si on doit faire des modifications, c'est en 2027 qu'on les fera. D'ici là, on travaille pour diminuer, et on fait d'autres tests. Ça répond à votre question ? Oui, Éric Boulanger de la ville de Fort-de-France. Déjà, je me réjouis de l'explication sur l'essence, on dirait la formation des prix, parce que ça, c'est toujours pas évident de comprendre. Hein. On a bien compris l'histoire des 3 centimes, et même des fois, on dit que le pétrole est produit en Martinique, raffiné, mais en Guadeloupe, c'est peut-être moins cher. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est bien expliqué, c'est clair. Par contre, dans le cadre de la décarbonisation, est-ce que ça veut dire qu'il faut descendre en dessous des 30%? Comme vous avez parlé de carbone bas. Il faut déjà atteindre 30%. Il faut entamer, il faut vraiment s'engager sur cette route. D'accord ? 30%, c'est vraiment la stratégie qui a été fixée à l'échelle. Alors, ça varie plus ou moins 30, hein, mais en tout cas, vous avez des organismes mondiaux, français, européens. Vous savez que la France ne peut pas faire nécessairement comme tout le monde. Donc, elle a inventé sa stratégie également. Hein, c'est la SNBC. Donc, elle fixe à 30%. D'accord ? Elle a été revue récemment, et d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup parce qu'on se rend compte que, pour beaucoup, ce ne sera pas forcément atteint. Quand vous entendez certaines personnes dire qu'on sera neutre en carbone en 2030, moi, j'attends de les voir, et ce sont des bonimenteurs. D'accord ? Et je n'ai pas peur de le dire. Je dis seulement que moi, je m'engage, on essaie de faire quelque chose. Voilà, donc 30%. Mais bien évidemment qu'il faudra aller au-delà de 30%. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à 0 ou est-ce qu'il faut aller, parce qu'on pourrait, et je ne veux pas partir sur cet autre débat, mais on pourrait très bien se dire, est-ce qu'on peut vivre sans CO2 ? Je ne crois pas. D'accord ? Donc il faut arrêter de penser tout et n'importe quoi en disant qu'on va décarboner totalement ce monde. Non, il faut mieux consommer, il faut mieux émettre, moins émettre. D'accord ? Mais bon, d'autres sources génèrent d'autres problèmes. Donc apprenons déjà à gérer cette ressource et à faire en sorte qu'elle soit le moins néfaste possible. Bonjour. Voilà. Pardon, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai également 2 petites questions. Les 2 concernent le risque, un risque plutôt environnemental et un autre risque humain. Donc la première question, vous mentionnez dans votre présentation tout à l'heure les différents risques auxquels on était exposés ici en Martinique. Je pense particulièrement au risque de séisme, vu là où vous êtes situé, au risque de tsunami par exemple. Et donc je me demandais quels outils avait aujourd'hui la SARA pour permettre d'assurer une continuité de production dans ces situations. Donc ça c'est ma première question. La seconde question, vous reveniez dans votre présentation sur un historique de l'installation de l'entreprise sur ce site. Et je me demandais si en amont de cette installation, des études d'impact avaient été conduites, et notamment sur les habitants, les habitantes des environs. J'imagine que l'installation de l'entreprise a eu des impacts sur eux en termes de sécurité, de santé, peut-être en termes d'évaluation des terrains sur lesquels ils résident. Et donc je me demandais dans quelle mesure la SARA investissait, travaillait à compenser finalement l'impact de sa présence aussi sur ce site, sur ce territoire. Alors,
Ce sont deux excellentes questions et qui vont permettre d'introduire, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième sujet, je ne suis pas en train de me défausser, mais comme j'ai pris beaucoup de temps, et il y a quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi, qui est Fabrice Elikidi-Kozak, qui va y répondre parce que c'est notre quotidien, d'accord, depuis 50 ans. D'accord, donc il y répondra et il en parlera beaucoup mieux. Compenser, par contre, il faudra rediscuter du mot parce que ce n'est pas forcément le bon mot. Voilà. Ce que je vous proposais, c'est d'être dans le premier groupe, donc de commencer par la conférence. Et nous avons avec nous Madame Louison de la CACEM et Madame Laborieux de la Ville de la Montagne qui pourront aussi répondre sur ces points-là. Oui. Déjà, merci pour votre accueil. Et du coup, je ne sais pas si je peux attendre aussi les questions après. C'est pas grave. Ok. Non, je voulais savoir si vous aviez la source, si vous aviez comptabilisé exactement d'où vient votre brut à chaque fois. Est-ce que vous savez exactement d'où il vient? Est-ce que, du coup, l'extraction du brut que vous apportez ici, est-ce qu'il compte dans votre calcul de l'impact carbone et dans la calcul des GES dont vous parliez? Et une autre question, mais qui est très liée aussi, c'est que je trouvais ça super intéressant quand vous parliez du fait qu'on consommait trop en tant qu'espèce, qu'on était en fait un peu au bord d'un précipice. Mais en fait, est-ce que ce que vous êtes en train de prôner, c'est une forme de décroissance? Parce que ça tire un peu là-dessus. Et est-ce que... en fait, c'est pas juste en réduisant les gaz à effet de serre qu'on va pouvoir sortir de ce précipice, justement. Et voilà, je voulais savoir... ma principale question, c'est par rapport au brut et au calcul de votre impact carbone sur l'extraction, et donc pas forcément sur la transformation qui est en fait assez réduite dans le calcul total de l'impact carbone. Alors, sur la première question, on utilise les normes de calcul internationales et définies également par l'ADEME et l'ADEAL. D'accord, tous les scopes sont pris en compte. Donc oui, nous tenons compte, d'accord, de la nature du brut. Il y a le scope 1, scope 2. On connaît les origines de ce brut, puisque il n'y a pas deux bruts équivalents, et on sait exactement de quel type de brut on a besoin pour produire aux spécificités et selon les besoins des Antilles et de la Guyane. D'accord? Donc tout ça, c'est tracé. Vous pourrez en reparler notamment avec Michel Ipcha aussi un peu plus tard. Sur votre le deuxième point sur, oui, la consommation, non, je parlerai pas de décroissance, je parlerai de créativité. Je pense qu'il faut réapprendre à consommer. Ça ne veut pas dire, et effectivement, on ne va pas parler de déflation, hein, parce que quand on commence à dire ça, ouais, on va arrêter d'acheter, on va arrêter de faire ça. Non, c'est mieux acheter, c'est mieux produire, c'est proposer d'autres méthodes, parce que c'est un devoir citoyen, et je pense que encore une fois, il y a des choses qu'on n'a pas imaginées qui sont juste à côté de nous, je pense. Il suffit de savoir ouvrir les yeux. C'est ça que je dis, surtout. Il n'est pas question de revenir à la peau de bête. Hein. Voilà. Et juste très factuellement, l'origine du brut, elle est diverse ou c'est surtout en termes de pays, de zone géographique? Alors, l'origine du brut essentiellement. Alors, on a besoin d'un brut, je vais commencer par là. On a besoin d'un brut qui contienne très peu de soufre. D'accord? Parce que les normes européennes font que pour notre santé, d'accord? Et si vous les avez, et je veux pas mais si vous avez par exemple au Guyana ou au Suriname que vous marchez dans la rue, vous allez sentir un picotement parce que les normes ne sont pas les mêmes. D'accord? Et les normes européennes sont devenues tellement draconiennes qu'on est forcé d'aller chercher des bruts extrêmement peu soufrés. On est forcé d'aller chercher des bruts, de par la consommation et la répartition de la consommation, des bruts qui soient relativement légers. Ces bruts-là ne sont pas, ou n'existent pas, ou sont très peu présents sur la côte sud-américaine, donc on doit plutôt aller les chercher en mer du Nord. Voilà. Donc ils sont essentiellement de mer du Nord. On essaye d'autres types de bruts qui viennent du golfe du Mexique également. Hein, donc voilà les origines principales de ce brut. Et on est en train je vais pas trahir un secret. On est en train de faire des tests avec le brut du Guyana aussi pour voir de quelle manière on pourrait éventuellement l'utiliser.